Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir dans cet immeuble, devant ce lieu où Georges Clemenceau, dans un petit appartement très modeste, resté tel quel, où Clemenceau a vécu de 1896 jusqu'à sa mort en 1929. Vous êtes ici dans la pièce principale de ce petit appartement où vivait Georges Clemenceau. C'est là qu'il prenait ses repas, qu'il recevait ses visiteurs, qu'il se reposait parfois. Cette pièce est touchante parce qu'on y voit rassemblée, notamment au mur, symboliquement, la trace de toutes les civilisations qu'il a aimées, notamment l'Extrême-Orient, la Grèce, l'Égypte. Tout ce qui l'a conduit à un moment clé de sa vie politique à refuser le principe même de la colonisation. Dans un débat fameux avec Jules Ferry, et encore une fois, cela se lit ici. Dans un débat fameux avec Jules Ferry, il a refusé l'idée qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Il disait que lorsque nous étions encore au Moyen-Âge, aplatis devant les moines, en Occident, il y avait déjà des civilisations extrêmement brillantes ailleurs. Dans son grand âge, il a fait des grands voyages vers l'Égypte et vers l'Extrême-Orient. Il faut comprendre que quand il arrive dans cette maison, il arrive blessé par la politique. Il a été très jeune maire de Montmartre, très jeune parlementaire, tombeur de ministère pendant les années 1880. Et le scandale de Panama, où il a été injustement impliqué, l'a rejeté aux marges du Parlement qu'il avait beaucoup aimé. Et la seconde partie de sa vie, c'est celle du journalisme. Il gagne sa vie en écrivant des milliers et des milliers d'articles dans la Dépêche de Toulouse, dans les journaux parisiens, son journal La Justice, et aussi dans l'Aurore. L'Aurore est resté fameux parce que ça a été l'instrument principal de son combat majeur de ce temps-là, c'est son combat pour l'innocence de Dreyfus. L'affaire Dreyfus est fondamentale dans sa vie, il est persuadé que le capitaine est innocent, et aux côtés de Jaurès, aux côtés d'Émile Zola, il va déployer une énergie formidable pour obtenir que la grâce, non pas la grâce, mais l'innocence de Dreyfus soit prise en compte, décidée, affichée. Et l'extrême aboutissement de cela, il est présent à ce moment-là, c'est lorsqu'il obtient, comme président du Conseil, que Émile Zola, le grand paladin de la lutte pour Dreyfus, vous savez, J'accuse dans l'Aurore, janvier 1898, c'est Clemenceau qui avait trouvé le titre, J'accuse, que Zola, mort dans des conditions incertaines, soit transporté, que ses cendres soient transportées au Panthéon, le lieu sacré de la mémoire républicaine. Alors cette petite pièce est assez touchante, comme vous le voyez, c'est la salle de bain de Clemenceau, tout le confort moderne, en 1900, pèse personne. Clemenceau était très attaché à sa forme physique, gymnastique tous les matins. Il faut dire que c'était un brillant cavalier au début de sa vie, que ça a été un duelliste farouche. Il s'est battu 12 fois en duel, toujours vainqueur, pistolet ou épée, fort craint de ses adversaires. Et puis c'était un médecin des pauvres à Montmartre dans les années 1870, un homme qui n'a pas cessé de réfléchir aux relations entre le corps et l'esprit. Eh bien, nous voilà dans le bureau de Georges Clemenceau, où il a vécu, travaillé, réfléchi, écrit, lu. Ce bureau, ce meuble d'abord est très émouvant. Il l'avait fait construire dans les années 80 par un remarquable ébéniste, Viardot, pour pouvoir travailler, comme vous voyez, en se tournant de tous les côtés. On a gardé, comme au moment de sa mort, sur ce bureau, il devait être un peu plus en désordre, des signes de sa manière de réfléchir, de travailler, son amour pour l'Extrême-Orient, et puis ses livres, sa bibliothèque était considérable, très tournée vers le monde anglo-saxon, vers l'Orient et vers l'histoire de la vie politique. Ce sont ces volumes qui en témoignent ici de façon très, très fidèle. C'est ici qu'il a été chef du gouvernement. Je veux dire qu'il habitait ici quand il était entre 1906 et 1909, pour la première fois, président du Conseil. Vous savez, c'est le temps où il était ministre de l'Intérieur, où il avait fait créer les fameuses brigades du Tigre, si populaires auprès des téléspectateurs, améliorer la police, s'attachant à un ordre public républicain. Il y a beaucoup réfléchi ici. Et puis en 1917, il est devenu, là c'est le grand ministère historique, celui de la victoire. Il est devenu à nouveau président du Conseil.
Il était directement en liaison, bien sûr, avec le ministère de la Défense. Il était ministre de la Guerre. Et on peut rêver à tout ce qui, dans la tête de cet homme-là, a passé d'espérance, de passion, d'enthousiasme, de détermination, d'angoisse aussi, pendant ces années terribles. Il y a là, dans cette vitrine, quelque chose à quoi nous sommes très attachés. C'est un tout modeste bouquet, mais qui a été remis à Clemenceau par des poilus au cours de ces nombreuses visites qu'il a faites dans les tranchées. Des visites qui ont tellement compté pour sa popularité, pour donner à comprendre qu'il était très proche de tous les soldats et de leur souffrance. Il faut savoir que Clemenceau n'a pas souhaité la guerre, contrairement à ce que disent certains imbéciles. Il n'a pas non plus souhaité le pouvoir, il a eu peur du pouvoir. Mais une fois qu'il a été là, il a eu le sentiment qu'il fallait conduire le pays, après tant de sacrifices, vers la victoire. Et nul ne doute que son énergie, l'affirmation de sa détermination a joué à cet égard un rôle fondamental pour que le pays jette ses dernières forces dans cet épouvantable et barbare conflit avec les puissances centrales. Vous voyez aussi que sur ces murs sont les portraits de personnalités que Clemenceau a aimées, et notamment, au premier rang, Claude Monet, son grand ami. Il a été très proche de lui au long des années, et en particulier à la fin de sa vie, dans les années 1920. C'est grâce à Clemenceau que les Nymphéas, chef-d'œuvre ultime du maître, sont aujourd'hui, pour le bonheur de tous, à l'Orangerie, dans le jardin des Tuileries. Alors voilà, je suis heureux de vous présenter le jardin de Clemenceau. Il y était extrêmement attaché. Il aimait beaucoup la nature. Il passait plusieurs mois chaque année en Vendée. Il entretenait ses plantes avec un amour très sûr. Il y a même eu des poules à un moment donné, là-bas. C'était le lieu de son repos et de sa réflexion. Nous jouxtons là le fameux collège Saint-Louis de Gonzague. Et naturellement Clemenceau, qui avait avec la religion catholique des rapports assez distanciés. Il était profondément laïque. Clemenceau entretenait néanmoins des rapports courtois. On raconte qu'un jour, le père directeur du collège a coupé un arbre de façon obligeante pour donner plus de lumière à Clemenceau, qui l'a remercié par une lettre restée fameuse. « Mon père, je peux vous appeler ainsi puisque vous m'avez donné le jour. » Cette pièce de l'appartement est peut-être la plus touchante puisque c'est là que Georges Clemenceau est mort à la fin de novembre 1929. On a conservé telle quelle la situation de son petit bureau. Il se levait la nuit pour travailler. Regardez, il y a un Bouddha et un livre sur la Grèce. C'était vraiment les deux civilisations qu'il admirait le plus. Un jour, on lui a demandé s'il croyait à une religion quelconque. Il a répondu, c'était une demi-boutade, « Je suis bouddhiste. Je suis bouddhiste. » Vous avez là des meubles qu'il avait fait faire par un ébéniste dans le style japonais, dans le style des japonaiseries qui était très à la mode dans les années 1890. Vous remarquerez également ce téléphone qui a été posé à cet endroit au moment où Clemenceau est devenu président du Conseil et ministre de la Guerre en 1917. Il s'agissait qu'il puisse être réveillé à n'importe quel moment si une nouvelle majeure survenait. Dans cette petite boîte à lettres, il mettait les lettres qu'il avait rédigées pour que son valet de chambre puisse les emporter à la poste. Vous avez là un portrait de sa mère, à laquelle il a toujours voué une affection très, très fidèle et très reconnaissante. Et puis alors là, vous avez, on peut terminer cette visite de la sorte. Vous avez un calendrier tout jauni, marquant, il est resté immobile, la date de la mort de Clemenceau, le 24 novembre de l'année 1929.